Alors, au nom de toute l'équipe du Web Programme Festival, je vous souhaite la bienvenue dans le cadre somptueux du Théâtre du Gymnase. Durant ces 2 jours, nous allons ensemble nous interroger sur l'avenir du web grâce à de nombreuses conférences et autres tables rondes. Alors, pour le programme des festivités, je vous laisse consulter votre plaquette ou vous rendre tout simplement sur Internet, www.webprogramme-festival.tv. Et n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions via Twitter. Mehdi, ici présent, donc se fera un grand plaisir de collecter tous vos tweets et via le hashtag, si je ne me trompe pas, WPF 2015. C'est juste, c'est bien ça, d'accord. Donc n'hésitez pas en tout temps. Et, rappelons également que le festival, c'est avant tout une compétition qui permet de valoriser les productions pour le web, francophones. Donc à l'issue de ces 2 jours, nous récompenserons les meilleures réalisations réparties dans 9 catégories et 3 prix spéciaux seront également décernés. Mais avant de démarrer avec la toute première table ronde consacrée aux 20 ans, où on n'est pas tous très sûrs de la date d'anniversaire, mais on en discutera tout à l'heure, d'Internet, je cède la parole au père fondateur de ce festival, la personne sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, Jean Cressan. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Jean. Merci Xavier. Très heureux de vous accueillir au Théâtre du Gymnase. C'est vrai que la manifestation existe depuis 6 ans, c'est la 6e édition. Nous avons commencé à La Rochelle pendant 5 éditions et nous avons décidé en 2014 de faire beaucoup de modifications à notre manifestation. En plus, avec l'ouverture de 2 autres manifestations, une en Suisse et une en Afrique, les 2 ont rencontré un très très grand succès. Donc maintenant, il y a 3 manifestations par an qui sont vraiment établies sur la création du web. Cette manifestation est la seule actuellement qui parle que de création autour de la production du web, qui trouve un développement considérable depuis plusieurs années. Ces 2 jours aussi, c'est des tables rondes qui intéressent les professionnels, puisque nous commençons par 20 ans déjà, ça fait 20 ans que le web grand public est ouvert. Et surtout, nous allons parler aussi de la francophonie cet après-midi, avec tout le développement du web francophone, d'autres tables rondes sur le modèle économique et d'autres choses encore pendant ces 2 jours. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 120 000 visionnages sur nos sites Internet concernant la compétition grand public, qui est un véritable succès. Les gens peuvent encore voter jusqu'à demain 16h pour la remise du prix grand public. Voilà, et bien je laisse la parole à Xavier pour la suite de l'opération. Très bien, merci beaucoup Jean. Alors, nous allons démarrer cette première table ronde. Je m'installe à côté de ces messieurs, ça sera quand même plus sympathique, n'est-ce pas ? Alors, c'est en 1994, ça c'est ma suissitude qui ressort, elle va ressortir de temps à autre durant ces 2 jours, je m'en excuse déjà. C'est en 1994 que le grand public découvre un nouvel outil de communication et d'information qui va tout simplement changer nos vies, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui ici. C'est bien évidemment le web. Avec le temps, cet outil a su évoluer grâce aux technologies, mais aussi grâce à nos méthodologies de consommation. Alors 20 ans d'évolution, parfois de révolution, mais surtout de questionnement. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Martin May, qui est directeur de la stratégie technologique et lab directeur à Technicolor. Bonjour. Sébastien Sauchard, qui est chef de projet numérique BT Coworking et créateur de l'entreprise WorldNet, qui est un des premiers fournisseurs d'Internet en France en 1994. Et monsieur Régis Saint-Giron, bonjour, président de HD Forum et directeur également général de HTTV High-Tech TV, un des leaders de solutions logicielles pour la TV numérique. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder une petite vidéo qui nous replonge quelques années en arrière, une vidéo bien vintage, et ça va remettre un petit peu les choses à plat et nous permet de démarrer cette discussion autour des 20 ans d'Internet. En tous les cas, une certitude, ce soir, tout le monde parle d'Internet, mais la plupart ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Alors en schématisant, disons qu'Internet est un super Minitel qui permet d'accéder à des millions et à des millions de services, voire à des jeux vidéo très intéressants. Le plus étonnant, c'est que le système a été lancé en pleine guerre froide, il y a quelques années. Patrick Esther. L'histoire du réseau Internet débute en fait dans les steppes de l'Asie centrale. En pleine guerre froide, parce que les Américains craignent une attaque de ces missiles nucléaires soviétiques, ils veulent protéger leur réseau de communication chargé de déclencher la riposte atomique. Or, en 1969, une seule bombe pouvait suffire à couper la chaîne de transmission des ordres. Le Pentagone décide alors de construire un réseau pouvant résister à une guerre totale, Internet. La transmission se fait à travers un réseau maillé. Qu'importe le chemin suivi, l'ordre se rend à une adresse en utilisant n'importe quelle route possible. Dès 1982, 1000 ordinateurs militaires mais aussi scientifiques communiquent entre eux. Les chercheurs échangent leurs informations d'un bout à l'autre du monde, mettant leurs connaissances gratuitement à la disposition du réseau.
10 ans plus tard, Internet a tressé une gigantesque toile d'araignée autour du globe. Câbles sous-marins, satellites, toutes les technologies transportent les informations. Paradoxe, les utilisateurs ne savent jamais par où transitent leurs signaux. Le prix de la communication sur Internet est même totalement indépendant de la distance. Depuis 5 ans, des millions de particuliers peuvent aussi communiquer et accéder à des banques de renseignements, d'images et de sons pour un coût dérisoire. Mais toutes ces images, tous ces textes, appartiennent à des auteurs. S'ils sont chargés sur Internet de façon illicite, sans l'accord des auteurs, rien ne protège plus les droits de ceux-ci. La force du système, c'est également sa faiblesse. Les militaires américains avaient conçu Internet pour que rien ne puisse arrêter le transfert des informations. Aujourd'hui, même la législation s'avère incapable de contrôler le monstre. C'est dimanche que tous les internautes devraient se mettre en grève, un mouvement de colère des utilisateurs français d'Internet qui protestent contre les tarifs de communication locale fixés par France Télécom en situation de monopole. Plus qu'un mouvement symbolique, ils veulent montrer leur poids économique. Dominique Vadel, Michel Anglade. Savoir ce qui se passait dimanche au sujet de la grève. Alors, notre homepage sera en berne et nous demandons à nos abonnés de bien vouloir ne pas se connecter à Internet. Le week-end va être chaud sur Internet et dès ce matin, chez ce fournisseur d'accès, on s'apprêtait à soutenir le boycott. En toile de fond, les tarifications de France Télécom où l'internaute français paie entre 8 et 16 francs l'heure de connexion. Trop, c'est trop, disent les internautes. Il faudrait un forfait de 200 francs mensuels pour un accès illimité au réseau, comme aux États-Unis. On ne peut pas d'un côté dire allez tous sur Internet et de l'autre dire plus vous irez, plus vous payerez. Donc il faut cesser en fait ce racket puisque l'opérateur public a le monopole sur les télécommunications. D'autant plus que l'idée d'un forfait semble taboue chez France Télécom, où l'on propose toutefois de réfléchir à des solutions pour chaque type d'utilisateur. En attendant, dans ce cybercafé, pour le patron qui paie les communications, la grève se justifie. Non, mais je pense qu'étant donné que la grève c'est dimanche, peut-être qu'on va fermer effectivement. Je comprends que les gens fassent grève parce qu'effectivement les prix sont assez chers. D'une part, le prix qu'il faut payer pour avoir accès à Internet, plus le prix qu'il faut payer pour la communication. Et si seulement un internaute sur 3 boude Internet dimanche, ce sera 1 million de francs perdus par France Télécom pour une seule journée. Un argument qui peut tout de même compter dans une négociation. Voilà donc pour ces 2 petits reportages. Alors peut-être un premier tour de table. Qu'est-ce que ça vous inspire de revoir ces images? Vous y participiez, on vous a vu dans le reportage. Est-ce que le discours est le même aujourd'hui? Bonjour à tous. Le discours est le même, oui, certainement. Ce que ça m'inspire, c'est que c'était une période où, donc, les débuts de l'Internet, où le mail n'existait pas, le web n'existait pas. Donc il a fallu tout construire progressivement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement entré dans les mœurs qu'on ne se pose pas la question de mais comment faisions-nous avant? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces 2 petits reportages? Bonjour déjà aussi. C'est un bon souvenir parce que c'est justement, tout était l'aventure. On ne savait pas encore comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut développer justement pour le rendre. Tout était à créer, c'est ça? Tout était à créer. Et je pense que oui, il y avait pas mal déjà on voit, il y a pas mal d'opportunités. Si on voit les changements, comment c'était à l'époque et comment c'est aujourd'hui, c'est bien à voir. Il y a aussi une mention que j'ai bien aimée. Déjà à l'époque, on avait dit on ne savait pas exactement où passent les données. Et je pense que ça, si on regarde les dernières discussions, si on regarde les dernières discussions autour de où passent les données, qui a accès à nos données, je pense que ça c'est un débat. Déjà là, c'était visible en fait. À l'époque, pas sous le même angle. Mais aujourd'hui, je pense que ce sont des débats intéressants. On parle même d'un monstre. Hein. Est-ce qu'on doit maîtriser ce monstre? Est-ce qu'on peut je pense qu'on va y revenir durant cette discussion. Et vous, Régis Saint-Giron, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces images? Un petit commentaire juste sur le concept initial de dire Internet, il faut que ça marche quoi qu'il arrive et qu'on ne contrôle pas. Et je reviens juste en fait d'un voyage en Chine. Et en Chine, il n'y a pas Google. On essaie de se connecter, il n'y a pas Google, il n'y a pas Gmail, il n'y a pas Google Maps. Donc c'est surprenant, surtout quand on a tout sur Google. Mais donc on peut le contrôler quand même. Il y a des gens qui arrivent à le contrôler en Chine en tout cas. Est-ce qu'un bien ou pas, ça, vaste question. J'ai oublié de préciser, n'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions. Il y a des personnes dans la salle qui peuvent venir vous passer le micro, mais bien parler en tout cas dans le micro. On l'a dit, c'est un monstre. Alors vous le mentionnez, un monstre qu'on peut ou est-ce qu'on doit le maîtriser? Est-ce que selon vous, ça reste un monstre aujourd'hui, le web?
Sébastien Sauchard. J'emploierais pas ce mot-là, en fait. Bête sauvage. Parce que je dirais que c'est quelque chose d'indestructible, de grand. Donc ça a été conçu comme ça par la DARPA à l'époque. C'est quelque chose de solide qui permet de se connecter où qu'on soit. Et c'est quelque chose qui permet de rendre une infinité de services et de connecter les gens. Donc c'est plus une révolution qu'un monstre. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne ne comprenait que c'était une révolution. Et finalement, en créant des kits de connexion, en démocratisant l'Internet, eh bien, tout le monde a vu que l'Internet était quelque chose de fantastique et qu'on pouvait accéder à beaucoup d'informations, qu'on pouvait gagner beaucoup de liberté. Donc c'est plus une révolution qu'un monstre. Et vous, est-ce que vous pensez également que c'est un monstre? Vous êtes dans le domaine technique. Est-ce que vous essayez, de par vos laboratoires, de le maîtriser au maximum? Non, au contraire, en fait, on essaie de le rendre plus utile. Ça, c'est notre le premier cible. Pour moi, c'est pas un monstre, c'est juste c'est un endroit où, avec plein d'opportunités, il y a pas mal de choses encore à développer, à améliorer. Il y a des technologies qui vont arriver. Ça n'arrête pas à changer. Je pense que pour moi, c'est plutôt une révolution qu'un monstre. Par contre, forcément, il faut bien essayer de garder cet esprit ouvert. Le moment où on ferme ou on essaye de trop contrôler l'Internet, comme c'est le cas aujourd'hui en Chine, ça peut nous empêcher à faire des développements ou des innovations très importantes. Pour mieux faire connaissance avec nos trois intervenants, peut-être on va vous laisser vous présenter un peu plus concrètement. On a parlé beaucoup d'Internet, mais vous êtes spécialisé dans la télévision numérique. Peut-être en quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre parcours? Alors, donc moi, j'ai démarré en fait comme ingénieur chez Thomson à l'époque. C'était Technicolor maintenant, mais Thomson à l'époque. Et on travaillait sur l'informatique pour tous, le plan informatique pour tous, pour ceux qui ont connu, le TO7 et MO5, ça remonte assez loin. Mais très vite, j'ai travaillé sur la télévision numérique. Et donc c'est pour ça que en fait, mon parcours est plus sur la télévision numérique. Quand il fallait inventer la télévision numérique, elle n'existait pas dans les années 90. Avec des technologies comme MPEG qui maintenant sont très matures, mais il a fallu les inventer. Et puis, on a déployé cette télévision numérique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un parcours parallèle entre l'Internet et la télévision numérique. C'est les mêmes dates à peu près d'évolution. Et maintenant, ce parcours se rejoint. Et donc, c'est intéressant, je crois, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur entre le mélange de la télévision et de l'Internet qui est devant nous. Je sais pas, vous avez un document que vous voulez nous présenter? Tout à fait, oui. Alors, je vous laisse peut-être aller vous installer. Effectivement, 20 ans ou 21 ans d'Internet et de télévision numérique. Alors, je vous laisse nous parler de cet anniversaire. 20 ans déjà. Ça file vite, hein? Ça passe là-haut. Ça marche pas. L'ordinateur est récalcitrant. Non, toujours pas. Ok, donc juste peut-être une petite introduction sur le forum, enfin, le HD Forum, donc qui est une association en fait française pour l'audiovisuel numérique. Ça a été créé en fait à la suite du lancement de la TNT, en particulier pour la TNT HD, et ça ressemble l'ensemble des acteurs de la télévision numérique en France, donc aussi bien les éditeurs, les chaînes, les opérateurs de télévision numérique que vous connaissez tous, les industriels, donc les fabricants de télévision, et les régulateurs. Donc vous avez sur la droite, vous avez la liste des membres. Et en fait, on est très très centralisé sur la plateforme de diffusion. Donc il y a vraiment une notion un peu importante entre la vidéo diffusée, c'est-à-dire que la vidéo qui arrive d'une source vers l'ensemble de la population, par rapport à la vidéo sur Internet, qui est plutôt une connexion point à point pour l'instant. Bien sûr, le but, c'était l'arrêt de l'analogique, on en parlera tout à l'heure, le lancement de la HD, l'interactivité, on verra que c'est très important, et c'est là aussi il y a pas mal de rapports entre l'Internet et la télévision, et l'évolution, donc on parle beaucoup de Ultra HD en ce moment. Donc, ma société, celle qui me paye en fait, c'est HTTV, et nous, ce qu'on fournit, c'est des solutions logicielles pour la télévision numérique, donc en particulier pour diffuser les services numériques, et surtout pour les recevoir et les gérer, donc ce qu'on appelle les box, donc le logiciel des box de télévision numérique, avec en particulier tout ce qui est télévision hybride, le monde hybride entre la télévision et l'Internet. Alors, en fait, il y a vraiment une aventure commune qui commence en 95. La télévision numérique, ça démarre en fait un petit peu avant aux US, avec un gros opérateur DirecTV, qui est aujourd'hui 20 millions d'abonnés satellites. En France, c'est Canal Satellite, c'est TPS, donc 94, 95 dans ces eaux-là, 96 pour TPS et Canal.
et le lancement du numérique qui est possible avec une norme qui s'appelle MPEG 2. Je vais parler un petit peu de technologie, je m'excuse, je crois que vous êtes plus du contenu, mais donc je vais vous parler un petit peu de technologie dans cette présentation. Donc une norme MPEG 2 qui a permis vraiment de déployer largement la télévision numérique à un coût très raisonnable. En parallèle, il y a le monde de l'Internet, et en Internet, en 95, c'était bienvenue, est-ce que vous avez un modem à 14 ou à 28 kilobits par seconde? Donc c'était vraiment un très très bas débit. Il n'y avait vraiment aucune relation très peu de relation entre ce monde-là et le monde de la télévision qui demandait beaucoup plus de capacité. Cependant, il y avait quand même un concept qui est venu très vite dès le départ de la télévision numérique, c'est les services interactifs. Donc la possibilité en parallèle de la vidéo et de l'audio, d'avoir des applications, les mêmes apps qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones, qui étaient diffusées en fait par l'opérateur, par Canal ou par d'autres, dans les décodeurs, et qui permet donc d'interagir et d'avoir des interactions sur les émissions. En fait, on pouvait jouer par exemple en parallèle avec La Roue de la Fortune ou toute autre application, en particulier par exemple le PMU, un exemple d'application où là on pouvait carrément parier, avoir des transactions en fait. Alors qui dit transaction, on dit bien sûr il faut se connecter à un réseau, mais sauf que le réseau à cette époque-là, c'était pas Internet, c'était X25 Transpad pour ceux qui connaissent, c'était en fait le Minitel, le réseau du Minitel. Et donc les modems à l'époque dans les décodeurs, c'était des modems à 75 bits par seconde ou 1200 bits par seconde, donc c'était vraiment des très 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 bas débits, mais suffisants pour faire des transactions. Donc première relation entre le monde de la télévision et le monde de l'Internet. La deuxième relation, c'était qu'il fallait s'inventer des langages pour pouvoir créer ces services interactifs. Et donc il y a eu un problème, alors très technique, de langage interprété qui faisait qu'on pouvait développer des applications quel que soit le matériel. Il y a une indépendance entre le matériel et l'application. Donc il y a eu plusieurs efforts. Il y a eu une première qui s'appelle OpenTV, qui était un développement de Thomson. Et pour la petite histoire, Thomson a fait un accord avec Sun Microsystems. Thomson, c'est un fabricant de télévision. Ils n'étaient pas dans le logiciel, mais ils avaient développé ce logiciel. Et donc ils ont dit on va travailler avec un gros de l'informatique, c'est Sun Microsystems. Et Sun avait un développement qui s'appelait Hawk, qui était aussi pour la télévision interactive en 95, mais qui était trop lourd, qui demandait un Spark, qui demandait des choses assez lourdes. Et donc ils ont dit ça c'est trop, c'est pas adapté au grand public, donc on va le mettre de côté, on va le mettre un petit peu, on va le donner à jouer à des universitaires. Ils l'ont rendu public et ils l'ont renommé Java. Donc Java à la base c'était pour la télévision interactive en 95. Mediaway, Canal+, avec une société française qui s'appelle Hyperpanel, qui avait développé une solution un peu équivalente à OpenTV. Et puis, il y a des gens qui commençaient à se dire, tiens, les solutions de l'Internet, HTML, le langage de l'Internet, pourraient avoir du sens sur la... Ça fait un peu du bruit, c'est normal ? Okay. Sur la télévision. Donc, il y a eu une société, WebTV, aux US, qui depuis a été rachetée par Microsoft en 97. Ah là, ça ne m'entend plus. Et il y a aussi eu Thomson qui a essayé de faire un produit qui s'appelait TAC, Thomson TAC, qui faisait en fait un browser web dans un téléviseur en 2000. Ces deux essais ont été des échecs parce que les technologies matérielles n'étaient pas assez puissantes pour pouvoir vraiment rendre le web sur la télévision. Et puis il y a, pour l'histoire, quand même ce boucle à la fin, il y a Java qui a été donc ce développement initial de Sun en 2003, donc quelques années après, 8 ans après, qui est revenu en fait dans le monde de la télévision avec une norme qui s'appelle MHP. Voilà, donc toute cette évolution est intéressante parce qu'on commence à voir une certaine similitude entre le monde de l'Internet et le monde de la télévision. Donc on en est là. Ce qui se passe, ce qui est important, c'est qu'en 99 à peu près, il y a eu ce qu'on appelle les personal video recorders, donc la possibilité en fait d'enregistrer la télévision numérique de façon très simple à travers le guide de programme, ce que vous avez aujourd'hui à la maison. Mais en 99, c'était la première fois finalement qu'on rendait la possibilité de voir la télévision quand on le voulait. On pouvait le faire avant avec les magnétoscopes, mais c'était tellement plus souple avec les PVR, les disques durs, que ça a vraiment changé. Les gens ont commencé à s'habituer à ne plus voir la télévision de façon linéaire, mais à la voir de façon à la demande, entre guillemets. Donc c'est une première effort de vidéo à la demande, mais qui s'est vraiment concrétisé un peu plus tard, en 2000-2002, avec la notion d'IPTV, donc de télévision sur Internet et de vidéo à la demande, de vraie vidéo à la demande, où vraiment on pouvait sélectionner des contenus vidéo, surtout des films à la demande, à travers Internet. Donc là, c'est là où est arrivé en France Free, avec la Freebox, qui était le premier opérateur à déployer. Il y a eu d'autres opérateurs en fait un petit peu avant dans d'autres pays, entre autres au Canada et en Angleterre. Mais en France, donc en 2002 à peu près, je crois 2003, par là, Freebox a déployé sa première plateforme et a été suivi très vite par tous les opérateurs telco pour offrir des services IPTV. On continue. Après, il y a une évolution vers des normes, donc une nouvelle norme de compression, MPEG 4.
et surtout qui permettait d'avoir une plus grande efficacité, donc d'avoir une meilleure qualité pour le même nombre de bits, et donc, ou une plus grande qualité. Donc la HDTV est sortie en 2006. Et en parallèle de ça, il y a eu en fait en France un effort de déployer la numérique partout, donc bien sûr sur le satellite, sur le câble, mais aussi sur le terrestre. Donc le déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre. C'est important la TNT parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace de la télévision terrestre, qui était analogique, c'est le même espace qui est utilisé par les téléphones mobiles. Donc il y a un besoin en fait de partager cet espace, le spectre qu'on appelle, les fréquences, entre le monde de la télévision et le monde des téléphones mobiles. Les téléphones mobiles devenaient de plus en plus importants, ils avaient de plus en plus de besoins, entre autres de passer de la 2G à la 3G et maintenant à la 4G, donc il fallait se répartir cet espace. Donc il y a une volonté de l'État de passer, enfin pas seulement l'État, au niveau mondial, d'arrêter la télévision analogique qui prenait beaucoup de place et de la réduire en fait en numérique, où on offrait finalement beaucoup moins de place avec beaucoup plus de contenu pour pouvoir restituer cet espace au mobile. Alors ça s'est passé en plusieurs étapes, le lancement en 2005, puis après le but c'était d'arrêter en 2011 analogique. Au milieu on a eu le lancement de la TNT HD, donc meilleure qualité dans cet espace, avec des technologies MPEG 4. Et donc au début c'était MPEG 2, et donc on va finir par arrêter cette première déploiement MPEG 2, on va l'arrêter donc 10 ans après, en 2016, on va arrêter la diffusion en MPEG 2 de la télévision numérique terrestre. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du monde des langages pour l'interactivité, il y a une technologie qui est sortie en 2005, qui s'appelle Android, qui était au début pour les téléphones, et on va voir qu'après ça revient vers la télévision. Et puis aussi, à cette époque-là, il y a eu YouTube qui est sorti, en 2005 aussi je crois, qui était la première fois où on avait vraiment beaucoup de contenu vidéo sur l'Internet. Et sur l'Internet over the top. Donc il y a une petite différence entre l'Internet VOD ou IPTV que vous avez chez vos opérateurs qui est de l'Internet contrôlé, donc qui est un petit peu en parallèle en fait de l'Internet normal, entre guillemets. C'est les mêmes technologies IP, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes façons d'utiliser. Et l'Internet over the top, où à ce moment-là, c'est vraiment l'Internet libre, où tout le monde peut amener du contenu, et du contenu vidéo, avec YouTube par exemple en 2005. Autre événement important, quelques années après, en 2007, c'est la BBC qui a sorti le iPlayer, qui était la première fois où on introduisait la notion de replay, de catch-up, de télévision de rattrapage. La BBC a mis en place toutes ces émissions à la demande, sur le PC d'abord, et puis après, de fil en aiguille, sur d'autres devices, mais d'abord sur le PC à travers Internet. Et c'était vraiment une révolution importante parce que les gens se sont habitués à voir la vidéo quand ils le voulaient. Aussi, c'est à cette époque-là que Netflix a sorti en fait sa plateforme over the top, donc pareil, de la vidéo à la demande mais non contrôlée sur le réseau Internet, et que Apple a sorti son premier Apple TV qui n'a pas été un gros succès, mais on commençait à avoir des produits télévision dédiés pour l'Internet. Alors, en parallèle, côté broadcaster, il y a la notion de télévision hybride, où là, c'est le concept de pouvoir mélanger la télévision diffusée et l'Internet dans un seul produit, et en particulier avec une norme qui s'appelle HBBTV, un joli nom très technique, Hybrid Broadcast Broadband Télévision. Ça veut dire une norme qui permet de mélanger le monde de la télévision avec le monde de l'Internet, avec des technologies de l'Internet qui sont tout bêtement HTML. Donc on retrouve encore une fois plus l'histoire qui se répète. Les technologies qu'on essaie d'utiliser en 1995, finalement, elles sont utilisables en 2010. Ça a pris un peu de temps, mais on y est arrivé. Voilà. Et donc un exemple d'HBBTV, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, bien sûr, en France. Ça, c'est Arte qui déploie ses services. Donc ce que vous voyez là, c'est en fait du broadcast, la TNT. Mais là, j'ai une page HTML qui s'affiche dessus, qui me permet de choisir, en fait, par exemple, d'aller sur Arte Plus 7, la catch-up d'Arte. Donc j'accède sur Internet au programme Arte Plus 7, qui va se mettre sur mon écran, et qui va me permettre de choisir du contenu d'Arte, donc quelles émissions d'Arte j'ai ratées, à travers différents moyens de sélection, et d'en choisir une. Et ce que je vais faire, en fait, quand je vais choisir une, maintenant je vais arrêter en fait, la diffusion TNT, et je vais passer sur la diffusion Internet. Et en fait, l'utilisateur, finalement, passe d'un monde à l'autre de façon complètement transparente, sans s'en rendre compte, en fait. Et voilà, maintenant, je vois à ma demande cette télévision de rattrapage, cette émission que je n'avais pas vue auparavant. Donc après, on peut faire un peu de tout et n'importe quoi. Par exemple, Arte peut faire la promotion de ses programmes avec une autre page internet, une autre page web, qui est en fait un guide de programme d'Arte, et qui me permet, en remontant dans le temps, par exemple, aller voir les programmes d'hier. J'ai raté le journal, les news d'hier, et je peux le revoir à ma demande aussi sur cette application HBBTV.
Voilà. Donc des concepts très simples, mais ce qu'on voit, c'est que la technologie finalement est là pour ne pas être là, justement pas être visible, et pour que l'utilisateur puisse l'utiliser de façon transparente et passer de deux mondes de l'un à l'autre sans s'en rendre compte en fait. Arte était même un peu plus loin, ils se sont amusés à dire, bah, tiens, puisqu'on peut faire la télévision à la demande, pourquoi pas voir ce qui se passe demain et voir la télévision de demain. Donc par exemple, il y a une émission sur un séisme, donc voir le tremblement de terre de demain, donc la télévision du futur. Alors évidemment, dans ce cas-là, c'est en fait un petit teaser, je ne sais plus comment il dit en français, un petit raccourci d'une émission pour que les gens s'intéressent à voir l'émission et éventuellement ça rappelle qu'il faut la voir demain. Voilà, une petite blague. Mais donc cette technologie est importante parce qu'elle fait vraiment le lien entre le monde de l'Internet et le monde de la télévision. Elle se déploie très largement au niveau mondial. Elle a démarré en fait entre la France et l'Allemagne. Et maintenant, elle se déploie partout dans le monde, y compris bientôt aux US. Alors, notre aventure se continue quand même à avancer. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Google, donc le monde de l'Internet, va vers la télévision de plus en plus avec Google TV, qui était un effort de Google de faire un produit télévision, qui est un échec en fait. Un échec parce que les chaînes se sont opposées en fait à Google TV. Donc les chaînes américaines ont refusé que leur contenu soit disponible sur Google TV. Mais ça a quand même continué, donc Google n'a pas lâché prise. Ils ont fait 2 développements de ça. Ils ont fait un premier qui est Chromecast. Chromecast, en fait, c'est tout bêtement un lien entre la télévision et le monde des tablettes et des smartphones qui permet en fait, d'utiliser sa tablette et un smartphone comme un super télécommande, de choisir du contenu et de dire à la télévision affiche-le et joue le contenu sur la télévision. Et en parallèle, Android TV, donc juste pour boucler la boucle, finalement Google TV est devenu Android TV qui est un Android optimisé pour la télévision. Les gens ont fait depuis pas mal de temps déjà utilisé Android dans le monde de la télévision, mais c'était Android tablette adapté à la télévision, ce n'était pas optimum. Là, ce que Google a fait, c'est qu'il a adapté à la télévision. Et c'est intéressant, c'est qu'en France, on voit que certains opérateurs s'intéressent de très près à ces technologies-là. Alors, en parallèle, il y a aussi une évolution des normes, et donc on parle maintenant d'une nouvelle norme qui s'appelle HEVC ou H265, qui permet de comprimer encore plus, et qui permet de faire de la Ultra HD, donc d'aller voir encore plus de résolution. Voilà. Donc c'est un petit peu cette évolution parallèle, cette évolution commune qui est intéressante. Et juste pour terminer, je prends peut-être un peu trop de temps, mais juste pour terminer. C'est bien détaillé en tout cas. Qu'est-ce qui se passe après? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, la télévision, elle vient prioritairement des opérateurs de télévision, c'est-à-dire des opérateurs telco, des opérateurs câbles, satellites. Il y a toujours la TNT qui est très présente, 30%, mais surtout 60% des foyers sont encore équipés de récepteurs TNT, donc souvent le deuxième écran est en TNT. Mais la majorité du premier écran, c'est la télévision payante. Et ces opérateurs de télévision payante, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils ont leur propre box de télévision numérique. Et ces box, elles sont propriétaires. Elles sont inventées par chaque opérateur avec des partenaires techniques, mais elles sont propriétaires. Et c'est un petit peu différent du monde de l'Internet, où le monde de l'Internet, en fait, il y a des PC, des Mac, et tout le monde a accès à Internet, quel que soit le device. Ou le monde du mobile, où finalement, dans le monde du mobile, ce n'est pas l'opérateur qui contrôle votre téléphone, c'est les fabricants des grands publics qui contrôlent en fait, les devices, les Samsung, les Apple et les autres, qui inventent des nouveaux devices très dynamiquement. Mais dans le monde de la télévision, il y a une différence, c'est que c'est l'opérateur qui décide qu'est-ce qu'il va mettre dans son décodeur. Alors ça, c'est un petit peu une contrainte, parce que ça veut dire que c'est beaucoup moins ouvert en fait, que le monde de l'Internet qu'on connaît, entre autres pour vous, les créateurs, parce qu'il faut passer par les opérateurs pour avoir le droit de diffuser vos services, vos services interactifs. Donc c'est déjà une grosse différence. Et est-ce que cette différence va rester donc, dans la question et après? Donc pour moi, il y a une vraie question. Est-ce qu'on va rester vers des concepts de box propriétaire ou est-ce qu'on va aller vers un téléviseur universel, comme un téléphone, qui se connecte sur Internet ou qui se connecte sur le câble ou satellite et qui reçoit les émissions et les programmes des opérateurs? Donc c'est une première question. Est-ce qu'on va aller vers des normes Android, HBBTV, ou est-ce qu'on va rester en fait, dans cette évolution un peu perpétuelle de solutions propriétaires ou en tout cas différentes? Est-ce qu'on va aller vers de la TV sur IP avec une vraie question est-ce qu'on va la télévision sur IP, c'est plutôt du point à point, c'est pas du broadcast. Donc comment on va gérer le broadcast dans la télévision sur IP? Et puis, là, bien sûr, la Ultra HD, qui est un vrai débat pour l'HD Forum, en l'occurrence. C'est quelle Ultra HD? La Ultra HD, c'est plus de pixels, mais il y a aussi un débat sur de meilleurs pixels, donc meilleure qualité aussi. Et quand est-ce que ça va être vraiment disponible pour le grand public? Voilà. Je m'excuse, c'est un petit peu long. Merci beaucoup pour cette présentation. Non, ça permet de se tourner directement vers l'avenir. Alors, vous, Sébastien Sauchard, qui ne regardez plus la télévision depuis 15 ans. Depuis Mathusalem. Est-ce que ce mariage, qui peut paraître antinomique à la base entre la TV et Internet, c'est vraiment là l'avenir? Finalement, ça reste plus qu'un support, mais on ne sait plus si c'est la télé ou du web. Est-ce qu'on fait le tour de table ou les présentations d'abord, peut-être, avant d'entrer dans... Si vous voulez. C'était juste histoire de rebondir sur le... Parce que je ne sais pas.
Vous ne savez pas? Cette question-là, je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas? Non. Martin May, est-ce que l'avenir il est là? Vous qui êtes chercheur chez Technicolor? L'avenir, forcément, ça va être de plus en plus difficile de distinguer qu'est-ce qui est télé, qu'est-ce qui est Internet. Ça, je pense que c'est déjà aujourd'hui, c'est le cas. À travers des normes HPD-TV ou autre chose, forcément, ça devient plus proche. Pour moi, la vraie question, c'est derrière, en fait, qui contrôle le contenu. Aujourd'hui, c'est fait par les chaînes de télé. Dans l'avenir, je pense que les gens du web, ils ont beaucoup plus de liberté de diffuser, de changer toute l'industrie. Pour moi, l'exemple classique, c'est jusqu'il y a 20 ans, pour la musique, il y avait quelques maisons de disques qui ont décidé quelle est la musique qui va être publiée, qui va être distribuée partout. Ce monde-là n'existe plus. Aujourd'hui, ça passe souvent à travers du web. Il y a des bons exemples, des mauvais exemples, des gens qui ont réussi sur le web. Mais bon, au moins, ça a basculé la manière comment on a créé et comment distribuer la musique. Et pour la télé ou pour tous les contenus web, je pense que ça va être pareil. Je travaille chez Technicolor, on travaille très proche avec les studios à Hollywood et on est impliqué dans tous les majeures productions à Hollywood. Mais on sent quand même, en même temps, il y a un changement en cours. Je ne dis pas que c'est le passé, mais il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est la manière comment les contenus sont perçus. On va toujours regarder ce cinéma à très haute qualité, avec tous les films. Là, on a parlé de Ultra HD, il y a le HDR, c'est la prochaine étape, comment est-ce qu'on peut améliorer les images et tout. La 3D, l'audio 3D, toutes ces technologies-là, ça va arriver. Mais en même temps, il y a pas mal de développement en parallèle où les gens ils regardent. On va continuer à regarder les films dans les cinémas, mais à la maison, le contenu qu'on est en train de regarder, c'est plutôt les YouTube, c'est les clips de très peu de minutes, c'est les séries. C'est quelque chose, on regarde, on voit très prochement. En fait, si on regarde sur Netflix, si on regarde chez nous, on a aussi une plateforme VOD chez Technicolor. Les gens, ils regardent quelques films, mais surtout, ils regardent les séries. Et les séries, c'est intéressant parce que ça prend que 45 minutes ou 35 minutes et on peut arrêter à n'importe quel moment et reprendre après. Je pense que ce changement-là, c'est déjà en cours et ça va arriver très prochainement un peu partout. Comme je dis, je pense qu'on va garder les grands films, les blockbusters, mais à côté, on va avoir pas mal de formats qui vont arriver, qui vont être très différents de ce qu'on a aujourd'hui. Sébastien Feuchard, on va revenir à votre parcours. Donc, comment a démarré finalement cet amour du web? Quel était le déclencheur? Le déclencheur, c'était que j'avais accès à Internet en 94 et personne n'avait accès à Internet. Et donc j'étais chez moi, je sortais de mon école d'ingénieur réseau et je pouvais par des telnets aller à l'autre bout du monde en 1 seconde, voyager, passer de pays en pays, de ville en ville, et je voulais faire partager cette passion. C'est pour ça qu'en 94, en janvier, finalement, je dormais dans une salle machine, puisque lorsqu'on est informaticien, on dort dans des salles machines, on a mal au dos, et j'étais dans un état un peu comme dans un rêve, où tout d'un coup j'ai eu cette idée, si je faisais un opérateur Internet. Et 1 mois plus tard, donc en demandant à des amis de m'aider, eh bien, j'installa le premier ordinateur en fait, avec des modems prêtés par US Robotics. Je demandais à un illustre inconnu de me prêter une ligne Internet à 64 kilobits seconde, 30 000 francs par mois. Et je montais le premier serveur de mail, FTP, web. À l'époque, il n'y avait pas de site Internet, à part le musée du Louvre. Et donc, il y avait Mosaic, il n'y avait même pas Internet Explorer. Et c'était vraiment les débuts. Donc cette société, finalement, je l'ai développée grâce à des partenariats, puisque en fait, on a été les premiers en France à diffuser 100 000 disquettes WorldNet, septembre 1994, avec InfoPC, puis avec Le Monde Informatique aussi, qui était un journal professionnel important. Et nous avons été aussi les premiers à mettre des disquettes dans les livres. Donc, par exemple, à la FNAC, il y avait 30 livres différents avec des CD-ROM de connexion, que ce soit des livres de Cybex, Macmillan ou micro-applications. Et ensuite, avec des modems Olitech qu'on voyait tout à l'heure sur les images, donc 3 millions de modems vendus chaque année. Est-ce qu'il fallait un brin, je sais pas si on entend. Est-ce qu'il fallait un brin de folie pour croire en ce projet à la base? Alors, à la base,
Non, il n'y avait pas de folie, il y avait juste le fait de faire sans se rendre compte de ce qui allait se passer. Puisqu'en 94, 95, 96, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Moi, j'expliquais aux télés que c'était une révolution, que c'était aussi important que l'invention du chemin de fer. Donc il y a WorldNet Museum sur Wikipédia où chacun peut accéder à l'ensemble de l'histoire. Mais on ne se rendait pas compte. Et c'est marrant de voir à quel point aujourd'hui, avec ce recul, à quel point ça a changé le monde. Et en même temps, sur mes nouvelles activités aujourd'hui, et pour chacun d'entre nous, on peut se rendre compte peut-être, on peut prendre du recul maintenant sur ce que nous faisons pour voir qu'on est toujours en train de changer le monde. Et donc ça, c'est une question de technique, de technicité, de technologie. On peut prendre du recul et essayer de voir que vraiment on est en train de créer des choses qui vont avoir une ampleur peut-être considérable dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je vais juste prendre un autre micro, excusez-moi, je vous le rends, hein, vous inquiétez pas, je ne sais pas s'il y en a à côté, parce que... Ah non, bah non, il n'y en a plus. Voilà. Je vous le rends, hein, vous inquiétez pas. Vous avez tous parlé de révolution. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours une révolution ou on est plus dans de l'évolution toute simple? Alors, c'est difficile à dire, en fait, très aussi, parce que c'est une perception, en fait. Je dois admettre, comme je travaille dans le domaine de recherche, il y a pas mal de choses qu'on voit déjà dans les laboratoires, que peut-être pour les grands publics, c'est pas encore là. On a parlé des HDR, ça fait maintenant des années qu'on travaille là-dessus. Il y a pas mal de choses qu'on a déjà accessibles chez nous. Et bon, pour moi, ça paraît comme une évolution. C'est vrai que quand on regarde ça un peu de loin sur les marchés, il y a des changements très radicaux. Bon, il y a quelques jours, on avait une discussion là-dessus. Est-ce qu'il y a une rupture, est-ce qu'il y a un pivot, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui se passe naturellement? Je pense qu'il y a des pivots, mais on ne les perçoit pas. C'est après coup, comme pour la musique, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est arrivé, les gens ils l'ont vu venir, il y a pas mal de résistance des studios, et quand même, c'est arrivé. Je pense que ça peut être la même chose. Donc, dans tous les jours, on ne les sent pas forcément. Je pense que si on regarde dans les passés, comme pour Internet, c'était pas prévu d'avoir un impact tellement important. Et voilà, maintenant, on voit que ça a tout changé. Pour moi, c'est toute la communication. L'Internet, c'est quoi l'Internet? L'Internet, c'est la manière comment on communique. C'est à travers les mobiles, à travers les Snapchat. Il y a des technologies qui arrivent du jour au lendemain. Déjà, si on regarde après sur la bourse, les valorisations des sociétés, il y a des choses qui arrivent qui sont difficiles à prévoir. Mais dans tous les jours, pour moi, c'est une évolution. Mais quand on regarde ça dans le passé, c'est plutôt une révolution. Mais dans votre domaine, il fonctionne cette fois. Dans votre domaine, c'est impératif d'avoir en permanence ce souci d'évolution, ou également dans le vôtre. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire avancer la machine. Pour rebondir, on est toujours en révolution, parce qu'en fait, l'Internet change la façon des utilisateurs d'accéder à l'information, et change la façon d'accéder au contenu. De plus en plus, il y a une liberté, puisque les utilisateurs choisissent le contenu, choisissent l'information, et choisissent la manière de consommer. Donc c'est les utilisateurs qui dictent un petit peu la ligne de conduite. Bien sûr. Et c'est ça la révolution, puisqu'avant, c'était les télés qui amenaient de l'information dans les foyers. Et aujourd'hui, c'est que ce soit sur mobile, sur iPad, c'est à chaque personne de choisir son information, choisir sa communauté. Donc il y a une transformation très importante. Juste là-dessus, c'est aussi quelque chose... Quand on regarde, là je reviens un peu sur Hollywood, jusqu'à encore maintenant, les films à Hollywood, ils sont faits par les producteurs, les studios, qui ont décidé de faire un film sur... Bon, aujourd'hui, il y a surtout les Marvel, il y a les sequels, donc il y a je sais pas, Batman 1, 2, 3, jusqu'à n'importe quoi. Et par contre, ça c'est le modèle qui a existé jusqu'à très peu de temps. Hein. Après, avec l'arrivée de Netflix était très différent. Netflix, ils ont revendu tous les vues séries et tout, mais en même temps, ce qu'ils ont fait, ils s'est mesuré, ils ont regardé comment les gens ils ont regardé les films. Et typiquement, ils ont remarqué que de plus en plus, les gens ils ne regardent pas un film en entier, ils regardent plutôt un film qui ne prend pas 1h30 ou 2 heures sur la télé, mais un peu moins.
Et cette analyse les a permis après de concevoir leur propre première série, c'est le House of Cards, qui a un succès énorme. Et ça, cette série-là n'était pas faite comme les films avant. C'était vraiment, ils ont étudié le marché. Il y avait pas mal d'interviews avec les gens qui regardent la télé pour trouver c'est quoi l'intérêt d'un utilisateur, comment est-ce qu'il faut faire une série avec du succès. Et ça marchait une fois, ça a marché, une deuxième série n'a pas marché aussi bien. Juste pour revenir, je pense que c'est le consommateur qui a beaucoup plus de pouvoir sur un Internet aujourd'hui qu'il avait dans les passés avec la télé. Sur la télé, c'est diffusé qui est mis avec TF1, avec France 1, France 2, France 3 et les autres. Peut-être pour revenir sur le débat de évolution, pour moi l'Internet c'est une évolution, mais qui a créé des révolutions. C'est-à-dire que l'Internet de 95 à 9600 baux, c'était pas terrible, il faut le reconnaître, mais ça permettait de faire très peu de choses. Et c'est seulement le fait qu'on a monté en puissance, qui était une évolution, tout bêtement, de 9600 baux aujourd'hui à 100 mégabits ou plus, qui est une évolution. Il n'y a pas eu de révolution pour arriver là. Par contre, ça a amené des révolutions que sont, par exemple, Netflix, ou l'équivalent, qui fait qu'on va consommer différemment la télévision et que ça va révolutionner un petit peu le monde de la télévision, les modèles économiques, la créativité. Et donc ça, c'est important. Pareil pour le son. La consommation du son maintenant avec des Spotify ou des Deezer a complètement changé. Moi, je dépense plus d'argent aujourd'hui avec Internet sur le son, que je dépense plus en abonnement que j'ai acheté de disques avant, en fait. Donc c'était une évolution positive et une forme de révolution aussi. L'autre révolution, c'est le smartphone. Enfin, la téléphonie mobile, bien sûr, c'était une révolution, et le smartphone, encore plus une révolution, puisqu'on a amené Internet portable, en fait. Voilà, donc tous ces mélanges d'évolution et révolution, c'est pour ça que c'est très difficile de dire où est la limite, mais on voit bien que ça n'arrête pas de bouger. En fait. Ouais, et pour ajouter aussi, en fait, on n'a pas parlé des objets connectés, et pourtant, j'en parlais déjà en 95 dans le kit d'introduction au kit d'accès. Les objets connectés vont être de plus en plus importants, puisqu'on peut mettre des écrans vidéo dans les objets connectés. Et les objets connectés vont permettre d'interagir directement et d'être connectés sur Internet. Donc il y a plein de développements qui se font à ce niveau-là actuellement. Est-ce qu'on sent également que le grand public, quelque part, il est friand de ces évolutions et surtout de cette liberté de toujours avoir le choix de... Est-ce que ça, c'est un sentiment qui existait en 1994, qui existe toujours aujourd'hui ? Plus encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. C'est évident qu'il y a une très grande demande. On voit que la demande est énorme. La demande est énorme et sans fin, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est infini. Ouais. Oui, parce qu'en fait, plus on propose de choses aux utilisateurs, et plus ils sont contents, et plus ils ont d'autres idées, justement, sur ce qu'ils pourraient faire avec Internet. Et il n'est pas impossible que, par exemple, les pots de fleurs soient connectés à Internet, que les frigos, que les voitures, que tous les objets soient connectés, de façon à se connecter à notre communauté. Donc quand on regarde aussi YouTube, on n'a pas parlé de YouTube, mais YouTube c'est vraiment l'exemple de ce qui va se passer. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer un film sur YouTube, le mettre sur YouTube, être très connu, comme Susan Boyle qui a eu 160 millions de vues en quelques temps. La véritable révolution, c'est que le pouvoir est redonné à l'individu. Ça c'est quelque chose d'essentiel et je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte. Alors justement dans le domaine des technologies, alors, je suppose que c'est extrêmement motivant de se dire qu'il n'y a pas de limite, mais est-ce que c'est également angoissant ? C'est une bonne question. Non, c'est plutôt les possibilités qu'on a. Nous, on essaie toujours de travailler pour les consommateurs. Toutes les technologies qu'on est en train de développer, c'est en vue d'améliorer la perception chez un utilisateur. Dans tous les sens. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est l'immersion. Donc, on veut que le contenu qu'on montre à un utilisateur doit être immersif dans tous les sens, avec l'audio, audio 3D, avec les casques, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Tout ça, c'est excitant. Pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Hein. En même temps, oui, il y a une chose, j'ai touché un mot là-dessus au départ, comme tout est centré aujourd'hui avec les données qu'on est en train de collecter à travers les objets, mais aussi à travers de notre consommation de contenu. C'est quelque chose, ce sont des informations qui sont très riches. Google, tout le modèle de Google est basé là-dessus. Hein. Et ça, c'est quelque chose, en même temps, ça devient parfois un peu
je ne veux pas dire que les gens ils devraient avoir peur, mais on doit être conscient qu'il y a du savoir sur les utilisateurs disponibles maintenant sur Internet qu'il faut protéger. Donc je pense qu'il y a pas mal de discussions là-dessus en ce moment, pas seulement aux États-Unis, mais surtout aussi en Europe. Comment est-ce qu'on peut protéger un utilisateur de cette monstre Internet dans ce cas-là, et comment est-ce qu'on peut mettre l'utilisateur encore en contrôle de ses propres données. Ça c'est quelque chose qui est intéressant pour nous dans la recherche. Typiquement, on travaille là-dessus. Et là, oui, ça c'est une partie où c'est un peu angoissant comment ça va se passer dans les années à venir. C'est vrai, vous le disiez, on peut tout connecter, mais est-ce que les gens à un moment donné n'auront pas peut-être peur aussi d'être pris dans un raz-de-marée comme ça, où on peut tout avoir, on peut tout savoir ou prétendre savoir, tout en restant protégé? En fait, les gens n'ont pas besoin d'Internet pour avoir des peurs, en fait. Effectivement, c'est vrai. Donc le fait qu'il y ait des outils, ça peut peut-être étendre des peurs, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de bienfaits que de problèmes lorsqu'on se connecte. Surtout que de plus en plus, moi je faisais de la sécurité informatique avant, quand j'ai commencé. Il y a de plus en plus de solutions de cryptographie, des solutions pour ne pas apparaître sur Internet. Il suffit de télécharger quelques logiciels et finalement personne ne sait ce que vous faites ni où. Donc c'est pas vraiment le sujet, je pense, la peur. Il n'y a pas de peur. Par contre, la curiosité, il y en a. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Est-ce qu'en offrant tous ces outils, on accélère la notion de curiosité chez les gens, ou pas forcément? Est-ce qu'à la base, un utilisateur transmédia ou autre est curieux? Oui, je crois que comme c'est infini, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et c'est peut-être un peu le problème d'ailleurs, c'est qu'on passe peut-être trop de temps sur Internet. L'autre problème, c'est que les gens peuvent se perdre un petit peu dans Internet. Pour des pas de façon utile. Donc c'est le risque, je crois, plus que la peur de l'Internet, c'est la mauvaise utilisation d'Internet. Il est addictive un petit peu quelque part. Donc c'est tous ces débats sur les gens qui veulent se déconnecter aujourd'hui. On voit que c'est pas facile. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, cette notion de curiosité, pardon? En fait, Internet permet de se connecter à tout type de communauté et donc de rencontrer des personnes physiquement. Je pense que c'est ça vraiment le futur de l'Internet, la prochaine révolution. C'est de transcender un petit peu cet aspect connexion, accès à une information infinie, pour finalement se rendre compte que ce qui est important, c'est l'humain. Donc c'est le succès de Twitter, de Facebook, de LinkedIn. C'est que maintenant que l'outil commence à être intégré, je pense que de plus en plus les humains vont vouloir se rencontrer entre eux. Donc dans des forums, des conférences comme ici, ou dans des salons, ou dans des clubs. Donc je pense que c'est vraiment la prochaine étape, c'est relier l'humain, la réalité, avec le virtuel. C'est vraiment ça? Ouais. C'est ce que je crois. Vous partagez aussi cette perception-là? Je pense que de toute façon, ça c'est une partie super intéressante, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à développer. Il y a les premières applications qui existent aujourd'hui, où on peut, avec les mobiles, je pense que vous avez tous vu le WordPress, où on peut traduire en temps réel un texte qui est affiché quelque part sur un mur. Je trouve ça, c'est quelque chose, c'est riche, c'est super. Donc non, je pense que ça c'est une partie qui quand même qui va venir, qui va être intéressant. Je voulais dire quelque chose sur ce que tu as dit avant, mais oui, c'est Internet et un outil, et il faut vraiment le prendre tel quel, comme un outil. Est-ce qu'il faut aussi éduquer avec cet outil? Voilà, tout à fait, oui, c'est ça. Est-ce qu'on éduque suffisamment aujourd'hui avec cet outil? Je pense aussi aux générations futures. Est-ce que ça doit être inscrit dans les cours à l'école? Est-ce que vous pensez que ça serait quelque chose d'important? Ou ça passe par le noyau familial? Ce sont des opinions très personnelles. Moi, je pense que pour ma fille, elle adore tout ce qui clignote, tout ce qui bouge sur les écrans. Mais bon, la vraie vie, c'est plus important que l'Internet. Donc, j'aime bien qu'on utilise l'Internet comme outil, justement, pour trouver des informations, les communautés. Mais ça ne devrait jamais remplacer la nature. Donc il ne faut pas que les enfants ils apprennent ce qu'est une vache à travers un tablette. Il faut aller... tout le challenge à Paris, c'est un peu difficile. C'est un peu plus difficile. Comme tout outil, c'est une question d'équilibre, en fait.
Si on passe 90% de son temps avec l'ordinateur, c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune, c'est pour ça que j'en parle très bien. C'est quelque chose qu'on peut transcender pour ensuite partir vers l'humain. Donc c'est aussi une question de maturité de l'usage des technologies. Mais vous êtes cloisonné à un moment donné, justement, vous faisiez la plupart de votre temps sur le monde virtuel? Moi j'étais un informaticien, ingénieur réseau, donc de 15 ans à 35 ans, j'étais beaucoup sur des ordinateurs. Ouais. Et vous étiez coupé du monde? Vous aviez l'impression d'être coupé du monde, ou avec le recul, vous dites j'ai peut-être... J'étais dans un autre monde. Dans un autre monde. On est tous un peu dans un autre monde, en fait. Et cette notion d'éducation, pour vous, elle est aussi importante, vous pensez, pour l'avenir? Parce qu'on parle beaucoup de l'aspect technologique, mais je trouve que, il y a l'échange. Alors, je reviens un petit peu sur ce débat-là de l'évolution de la télévision. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, tous les pays du monde, je l'ai évoqué, passent au numérique. Et donc, il y a pas mal de pays, entre autres africains, asiatiques, qui doivent faire ce passage. Et donc, c'est un énorme investissement pour l'État de, en gros, souvent subventionner les décodeurs chez les citoyens. Et une motivation qu'ils ont, en fait, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'à travers cette nouvelle plateforme numérique et à travers cette nouvelle technologie que j'ai rapidement évoquée, ils peuvent amener des services qui n'existaient pas jusqu'à présent, d'éducation, de formation, mais dans des campagnes. Alors, avec un pseudo-Internet, quelquefois l'Internet, c'est tout simplement la télévision, c'est qu'on diffuse à travers Internet, à travers la télévision, on diffuse de l'information, des pages d'Internet, si vous voulez, et ça permet déjà un grand pas par rapport à ce qui est possible aujourd'hui, d'éducation, d'équipement, même des écoles, par exemple. Donc, ça a cette valeur-là aussi. Et c'est une vraie demande qu'on a aujourd'hui. Alors, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour engager la discussion. Il y a des micros qui peuvent circuler. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà une première question dans la salle. Lancez-vous. On m'a dit qu'en France, on n'avait pas trop peur de prendre la parole. En Suisse, on est plus timide. On attend un petit peu. Ah, je vois qu'il y a un petit côté helvétique aussi aujourd'hui. On est lundi matin, c'est normal. Oui, alors peut-être... je vais repartir sur autre chose. Au départ, on parlait de cette notion de laboratoire. Le web, c'est un laboratoire. Est-ce que ça l'est toujours? Je pense que oui. On a tous les moyens de lancer un nouveau service. On voit ça aux États-Unis, pas que aux États-Unis, mais si on parle du monde des startups, il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. Mais si quelqu'un a envie de lancer un nouveau service, il peut se permettre. En plus, maintenant, il y a toute l'infrastructure qui est en place qui nous permet à mettre ça directement, qui monte à l'échelle très facilement. Tout est disponible sur les clouds. Comme ça, il y a un nouveau service. Il y a quelqu'un avec une idée. Il démarre l'idée, il les met à disposition. Si jamais il y a vraiment trop de monde, il va passer dans une solution cloud. Et oui, non, mais là, je pense qu'il y a tout. On a toute possibilité de créer de nouveaux services instantanés et très rapidement. Pour moi, un des derniers exemples, c'est Snapchat. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent le concept. On prend une photo. En fait, c'est une sorte de messenger. Au lieu d'envoyer un texte, on envoie une photo, mais la photo est détruite après 10 secondes. C'est très simple. C'était inventé à Stanford, si je me souviens bien. Et c'était une idée de quelques jeunes qui avaient dit ouais, en fait, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de photos. On veut les envoyer, mais on veut pas les garder quelque part parce que ça peut être une photo d'une soirée ou quelque chose. Justement, le problème qu'on a aujourd'hui, tout ce qui apparaît sur Internet, c'est conservé quelque part. Donc, il a lancé l'idée et très peu de temps après, il y a une valeur sur la société qui était énorme parce que c'était utilisé par plein de jeunes. Mais entre l'idée et après de la mise en place, c'était très rapide. Un autre exemple, c'est tout ce qui est lié au Uber, Airbnb. Ce sont des sociétés qui ont aujourd'hui une valeur énorme et par contre, au niveau infrastructure, il y a pas grand-chose derrière. En fait, forcément, il y a le logiciel, il y a les gens qui travaillent pas mal sur comment le service est mis en place. Mais l'idée était très, très basique et a été mise en place dans très peu de temps. Hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Les modèles économiques qui sont changés sur tout ce qui est hôtellerie, sur tout ce qui est taxi. Si vous prenez un taxi à Paris, vous parlez de Uber, vous allez avoir une opinion très très spéciale sur le sujet. Et je pense que c'est important. Je ne veux pas dire que ça, c'est le bon modèle, mais je veux dire, ce modèle existe et c'était développé très, très rapidement.
à travers du web. Et ça permet de s'interroger aussi. Vous pensez que Sébastien Sauchard, ça reste encore un laboratoire? Oui, c'est Il y a des exemples comme celui-là. C'est un laboratoire qui permet de tester des modèles économiques, voilà, comme tu disais, de tester des nouveaux produits, des nouveaux services, de voir l'impact sur le public. Des millions de personnes peuvent immédiatement tester une application. C'est un laboratoire où même chacun peut expérimenter. C'est pas seulement les grandes sociétés, mais même les personnes. Faire une vidéo sur YouTube et jouer de la guitare, ça peut marcher. Voilà, donc c'est un laboratoire bidirectionnel, en fait, où chacun est acteur. Mais c'est ça un peu l'important. Oui, donc, pour revenir un peu sur le monde du contenu, de la vidéo et de l'Internet, on voit par exemple, j'évoquais l'évolution vers la Ultra HD, et en fait, l'avantage d'Internet, c'est que c'est beaucoup plus rapide et simple pour déployer des nouvelles technologies que le monde de la télévision, par exemple. Donc la Ultra HD vient d'abord aujourd'hui de l'Internet. Il y a des... Alors je recite Netflix, mais pas Netflix en tant que société Netflix, mais en tant que concept Netflix. Il y a du contenu Ultra HD sur ces plateformes-là qu'il n'y a pas encore en diffusion, parce que c'est plus simple finalement de fournir un contenu sur Internet en Ultra HD que de le fournir, de mettre en place toute la chaîne de diffusion, satellite, câble ou terrestre, Ultra HD. Donc on voit que la technologie finalement est quelquefois plus facile, alors même la vidéo qui au début était vraiment loin de l'Internet, est maintenant plus facile à mettre en place sur Internet que sur le monde traditionnel de la vidéo. Donc il y a vraiment une évolution. Est-ce que la simplicité également d'utilisation est primordiale dans toutes les démarches que l'on peut faire sur le plan technique, technologique, mais aussi peut-être sur le plan plus philosophique? Il faut que ça soit très simple, Sébastien Sauchard. Oui, il faut que tout soit simple de nos jours, puisqu'en fait, il y a une compétitivité, c'est un peu comme avec Darwin, une évolution des espèces, chaque application ou chaque système étant une espèce. Et le public, nous sommes habitués maintenant à avoir des choses très simples, avec le minimum de clics et le maximum d'efficacité. Justement, moi, j'utilise donc des applications pour retrouver des taxis. Et elles sont de plus en plus simples. J'ai testé toutes les applications. C'est vrai qu'il y a un clic. On dit au taxi de venir et le taxi est là. Mais c'est vraiment de plus en plus simple. Et c'est la simplicité qui gagne. Amazon a fait la même chose, puisqu'avec un clic, en mettant son numéro de carte bleue, bien sûr, dans le système, eh bien, on achète immédiatement avec l'adresse par défaut. Donc il y a une simplicité et c'est ça le succès de tous les grands aujourd'hui. C'est le one click. Ça, c'est la direction que vous recherchez au sein de votre laboratoire? Tout à fait, ouais. La simplicité. La simplicité, il faut enlever toute la complexité pour un utilisateur, si on arrive à le faire. D'ailleurs, c'est aussi une des choses tout à l'heure, on a parlé un peu comment est-ce qu'on peut garder le privacy. Il y a tous les outils sur le marché qui permettent à justement se sécuriser. Malheureusement, ces outils-là, ils ne sont pas faciles à utiliser. Donc, moi, je ne vois pas à expliquer à ma mère comment il faut encrypter le disque ou encrypter un email. C'est pas si évident que ça. Je pense que c'est justement ce développement, ces choses-là, il faut les développer aujourd'hui. Soit à travers d'une interface simplifiée, ou sinon, on peut justement utiliser la capacité des ordinateurs qui existent aujourd'hui pour rendre plus facile l'utilisation d'un système. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Un des gros soucis sur les vidéos ou sur Internet, il y a tellement de contenu, c'est difficile à trouver le contenu le plus intéressant. Donc, au lieu il faut trouver une interface pour un utilisateur qui lui permet à trouver le contenu le plus rapidement possible. Et là, on peut le supporter à travers tout un calcul derrière qui essaie de personnaliser la manière comment le contenu est présenté à un utilisateur. Si Google fait ça sur la page web, si vous êtes connecté sur Google, votre recherche sont différentes des recherches de quelqu'un d'autre, parce qu'en fur et à mesure, le système apprend. Hein. Et je pense que oui, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Mais en même temps, c'est le trade-off. À chaque fois qu'on développe un système comme ça, on donne des informations à des partenaires qui peuvent l'utiliser pour des besoins peut-être pas forcément ce qui était prévu au départ. Hein. Alors, il y a une question juste là-bas. Voilà, alors, non, je crois pas. On vous entend sur scène en tout cas. On va traduire si jamais ça ne marche pas et restez quand même dans le micro. Est-ce qu'on ne s'attend pas à la mort de la TV, peut-être qu'on la connaît, avec le VOD justement? Alors je traduis parce que vu que c'est filmé, est-ce qu'on s'attend à la mort de la TV traditionnelle? Alors, je crois qu'elles sont.
dès qu'on a annoncé des morts et des révolutions, justement, en général, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est beaucoup plus subtil. Et à mon avis, ça reste complémentaire. La télévision traditionnelle, elle a une notion d'amener en fait un contenu organisé avec une certaine cohérence pour le téléspectateur. Et il y a une demande pour ça. Il y a une demande aussi pour d'autres personnes qui ne regardent pas la télévision et qui veulent tout avoir à la demande, si je comprends bien. Mais les deux coexistent. Il n'y a pas de raison qu'une tue l'autre. Les deux ont de la valeur. Et je pense que ça va persister. Il y a des grands événements, les matchs de sport, les news, où les gens sont habitués finalement à se retrouver sur la télévision. Et puis le grand écran. Alors après, il y a aussi le débat de la tablette et le grand écran. Pour moi, c'est un petit peu un faux débat. Le grand écran sera toujours de meilleure qualité la meilleure tablette possible. Donc en fait, après, c'est un confort d'usage. Assis dans un salon ou dans sa chambre, c'est l'usage qui change, mais il y a la place pour les deux. Donc je crois qu'il y a ce mélange, cette hybricité entre la télévision diffusée, la télévision sur Internet, les différents devices, les différents produits, télé, tablettes et autres. Elle a beaucoup de sens, mais elle n'a pas raison qu'un va disparaître par rapport aux autres. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Effectivement, c'est une transformation, puisque avant, les spectateurs étaient habitués à recevoir du contenu avec un choix assez minime finalement. Et aujourd'hui, avec la vidéo on demand, YouTube, on peut vraiment choisir 100% de son contenu. Donc la véritable question, c'est pourquoi est-ce que je regarderais du contenu que je n'ai pas choisi ? Donc à partir du moment où on commence à se poser cette question-là, on voit très bien que l'ancien système est carrément mort et qu'un nouveau apparaît où on choisit en toute liberté le contenu qui nous intéresse, la publicité si on en veut. Et donc de plus en plus on va vers ça puisque toutes les applications, tous les services sont de plus en plus personnalisés. Et du coup, voilà, c'est une question de conscience en fait. Plus on est conscient, plus on se pose la question, mais pourquoi je regarderais un contenu que je ne choisis pas ? Si je peux peut-être rajouter un petit commentaire. Moi, je trouve qu'en général, l'audio, c'est un bon exemple d'évolution, parce que l'audio, ça avance toujours plus vite que la télévision, c'est plus simple. Et la radio, elle n'est pas morte. La radio, elle est toujours là, elle est toujours très présente. Et le concept d'un format radio diffusé, organisé par rapport au podcast, coexiste très bien. Donc, même s'il y a des gens qui n'utilisent que beaucoup de podcasts, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien finalement le flux de la radio normale. Et l'utilisation reste très très élevée en fait. Justement sur la radio, moi j'adore les radios internet où en fait il n'y a pas de publicité et on peut choisir vraiment le style de musique que nous souhaitons, que ce soit musique de film ou musique classique. Je pense que ça dépend aussi pas mal des pays en fait. Pourquoi Netflix a un succès énorme aux États-Unis ? Parce que la télé normale, il y a beaucoup trop de pubs. Et les gens ils en avaient marre et c'est la seule raison pourquoi Netflix marche super bien parce que à chaque fois que je suis là-bas, je allume la télé, après 10 minutes, j'arrête parce qu'il y a plein de pubs qui passent. C'est pas intéressant. Je pense que de ce côté-là, oui, il y a une transformation qui est en cours et je pense on va avoir du mal à l'arrêter. Donc la télé, broadcast, comme on le connaît, sauf pour tout ce qui est tous les événements sportifs ou autres, là ça va rester, mais pour tout le reste, je pense que ça devient moins important. Il y a un autre côté, en fait, moi je regarde la télé en France parce que j'aime bien la découverte. Pour moi, la télé est là aussi parce que c'est justement, c'est difficile parfois de trouver une émission, donc j'aime bien de zapper jusqu'au moment où je trouve une émission qui m'intéresse. Parce que ce sont des choses que, a priori, je ne vais pas découvrir. Mais c'est justement parce qu'en France, on a beaucoup moins de publicité. Si ce modèle change, si ça devient comme aux États-Unis, je pense que la télé, telle qu'on le connaît aujourd'hui, ça va disparaître. C'est une transformation qui est déjà en cours. D'autres questions dans la salle ? Oui, juste là, monsieur. Bien dans le micro, s'il fonctionne. On va voir. Bonjour. Il fonctionne. Y a-t-il des aspects négatifs, selon vous, d'Internet ? Il y a des aspects négatifs et positifs dans toute chose, en fait. C'est une question de point de vue et de perspective. Donc, en fait, c'est l'histoire de l'équilibre. Si on passe 100% de son temps sur Internet, ça risque d'être négatif du point de vue de l'intégration dans la société. Si on passe 0%, c'est négatif aussi, puisque finalement, on n'aura pas accès à la liberté et à l'information. Donc, en étant dans l'équilibre à 50%, par exemple, de son temps sur Internet, peut-être que
Il y a autant d'aspects positifs que négatifs. Vous aviez dit tout à l'heure que Internet est indestructible. Enfin, c'est un peu exagéré, parce que si la planète saute, il n'y aura plus d'Internet. Mais c'est vrai que si des câbles transatlantiques se coupent, il y a toujours un moyen de passer par d'autres villes ou d'autres continents et d'autres câbles. Donc en ce sens, c'est ce qui avait été inventé par la DARPA à l'époque aux États-Unis. C'est très solide, en fait. Donc c'est... voilà. Juste dans les côtés négatifs, si je peux me permettre, je pense qu'il y a quand même l'histoire de la sécurité dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas crypter des messages et donc l'information s'utilise, se revend, etc. Et Internet devient quand même une plateforme commerciale. Je pense que le commercial a quand même pris beaucoup trop de poids et l'utilisation des données à des buts de vente, beaucoup trop de poids. Et aussi, je pense, l'éditorialisation, parce que quand même, on peut tout voir, mais du coup, on voit tout et n'importe quoi. Et l'intérêt quand même des éditeurs de programmes et des chaînes, je pense, c'est de proposer des programmes avec une certaine ligne éditoriale, dans un certain contexte, et on va chercher quand même une certaine qualité, puisqu'il y a quand même des gens qui produisent, qui financent, etc., donc qui décident de ce qu'ils mettent sur la télé. Donc je pense quand même, en éditorialisation, je pense qu'Internet a quand même des choses à faire pour les utilisateurs. Parce que trop d'infos, trop de programmes, ça tue un peu tout, et tout n'est pas au même niveau quand même, je pense. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est important... le contenu, en fait, finalement, pour résumer, ce qui va faire que les gens vont continuer à aller sur Internet et à regarder des contenus, c'est la qualité du contenu. En fait, tout est dans la qualité du contenu. Et c'est là que les journalistes, en fait, et les éditeurs ont leur place, bien évidemment, puisque si Madonna fait son concert ou Muse, ou si c'est vous dans votre salle de bain avec votre guitare, ça va donner quelque chose de tout à fait différent. Donc en termes de qualité, hein. Donc effectivement, oui, le contenu est important et c'est le public qui va choisir le contenu. La question, c'est est-ce que le public est prêt à payer le contenu? Ça, je ne sais pas. Et effectivement, c'est quelque chose d'important. Bonjour, voici ma question. Moi, je suis québécoise et on est enseveli de publicité, c'est vrai, et c'est pour ça aussi qu'on écoute les séries en rafale sur Netflix, entre autres. Maintenant, c'est ça la grande question que je vous pose, c'est le financement des séries. Comment on fait? Parce que, au fond, le contenu dépend aussi d'un financement approprié, puis je crois que sur le web, c'est pas facile, non? Je pense qu'ils vont tenter d'y répondre, mais il faudra revenir demain parce qu'il y a une table ronde dédiée exclusivement au financement. Voilà. Ça sera pour demain. Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Martin May. Bon, à mon avis, c'est un modèle qui reste à développer. Hein. Je pense que tous ces contenus-là, on va trouver le financement. C'est pareil que pour la musique. De plus en plus, on va avoir des gens qui vont regarder, qui vont scanner ce qui se passe sur Internet. Comme pour la musique, ils vont faire la même chose pour les films, pour les vidéos, et je pense que ce modèle, ça va arriver. Donc, sous quelle forme, c'est pas encore très clair, mais je pense aussi, je pense pas qu'on va avoir un problème en soi du financement de ce contenu. Il faut juste avoir une bonne méthode de sélection, de promotion, justement, pour être visible sur Internet. Ça, c'est faisable, je pense. Déjà, vous faites référence à des produits genre Netflix où c'est des abonnements en fait. Donc il y a quand même un abonnement, donc il y a un flux d'argent. Et moi, une fois de plus, je reprends l'exemple de la radio, de l'audio. Aujourd'hui, enfin, ça monte doucement, mais on voit bien que les gens dépensent de l'argent sur Internet pour écouter de l'audio. Que ce soit à travers les achats de musique ou que ce soit à travers des abonnements, genre Spotify ou Deezer. Et une fois de plus, moi je prends l'exemple personnel où je n'achetais pas autant de disques que je dépense aujourd'hui d'argent sur mes abonnements Spotify, parce que pour la famille on en a 3 déjà. Donc quelque part je dépense plus d'argent que j'en ai dépensé avant. Donc il y a plus d'argent qui sort de chez moi pour financer cette partie-là, en tout cas de la créativité. Et je pense que ça va être les mêmes modèles qui vont se mettre en place dans le monde de la télévision. Le problème de la télévision, c'est plus compliqué parce qu'il y a ces notions de plage de vision, enfin de fenêtre de vision, qui sont beaucoup plus compliquées, qui créent en fait pas mal de barrières en fait entre les différentes plages du broadcast, du cinéma, des DVD et autres. Mais ces modèles économiques vont se mettre en place à terme. Alors le problème, c'est qu'on est un peu en plein milieu du début du terme, donc c'est ça qui est compliqué. Je pense aussi, c'est ce que je disais, ça va se développer. Aujourd'hui, c'est clair que
vous êtes parmi des milliards de gens qui mettent du contenu sur Internet. Comment est-ce qu'on va se faire reconnaître? Ça, c'est quelque chose, on va développer aussi les méthodes comme pour la musique et comme pour sur les autres technologies. Ça va arriver, sous quelle forme, on ne sait pas encore, mais je suis sûr que ça va arriver. Voilà, d'autres questions? Oui. Bonjour. Quels sont selon vous les prochains progrès technologiques qui pourraient permettre plus d'interactivité de la part des usagers, et notamment sur ce que vous appelez la télévision hybride, donc le mélange télévision et Internet, pour le grand public, je parle. D'accord. Donc ces technologies, elles existent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas... Il y a deux problèmes. Il y a un frein, c'est qu'elles ne sont pas très connues. Donc il n'y a pas de communication très forte au niveau du grand public, et c'est un débat en fait entre les différents acteurs. Donc c'est pour ça que le HD Forum est impliqué, mais il y a des intérêts différents entre les chaînes, les fabricants de télévision qui veulent tous devenir le Apple de la télévision, et donc pas peut-être pousser des solutions ouvertes, mais pousser leurs propres solutions. Et puis surtout les opérateurs de télévision payante, qui eux, a priori, ce que j'expliquais, préfèrent garder des solutions propriétaires, des solutions qui contrôlent. Et donc ces services interactifs, c'est eux qui décident quels services seront disponibles ou pas disponibles. Donc il y a aujourd'hui c'est un peu ces contraintes, et on espère qu'il va y avoir une évolution vers des plateformes plus ouvertes et en fait retrouver un peu ce qu'on trouve sur Internet, mais dans le monde de télévision, une plateforme très ouverte qui permettra d'avoir un maximum de services et pour le public d'avoir accès à ces services. Donc c'est l'espoir d'HBB TV, ça a été fait pour ça, ça a été fait pour les chaînes d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que l'intérêt d'HBB TV, c'est que ça donne la liberté aux programmes de rajouter l'interactivité sur leur propre programme. Donc c'est cet espace de liberté qui n'existait pas dans la télévision, qui se recrée donc avec les mêmes concepts que l'Internet, mais qui pour l'instant est un petit peu limité par les opérateurs qui pour l'instant contrôlent les plateformes. Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'innovation, je trouve, dans la télévision depuis ces dernières années. Et le fait de créer des objets connectés qui permettraient aux spectateurs de participer à des jeux, à des émissions, et pourquoi pas faire changer le cours de l'histoire d'une série, on pourrait être vraiment beaucoup plus développé. Martin May. Ouais, cette interaction, ça va venir à travers des formats pour avoir un impact direct sur un vote ou autre chose, mais je pense que surtout sur... Aujourd'hui, ce matin, dans les 20 minutes, j'ai lu que dans YouTube, il y a les vidéos à 360 degrés qui vont sortir. Ça, c'est quelque chose, c'est clair qu'il y a tous les formats, toutes les manières comment on fait les films, ça va changer avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je pense qu'avec ça va basculer, ça va changer la manière comment on conçoit les films, comment faire le contenu. Il est interactif dans le sens où en fait, on peut choisir l'angle de vue sur les contenus. C'est pas l'interaction dans le sens où on peut définir la fin d'une histoire ou une suite d'une série. Mais il y a pas mal de possibilités qui vont venir de ces technologies-là. Il y a les jeux aussi. Les jeux, il ne faut pas oublier que quand on parle aujourd'hui, un film, ça coûte plusieurs centaines de millions, les grands films, mais aussi les jeux, c'est la même somme d'argent qui est versée pour les jeux. Et ça, on va voir de plus en plus, déjà au niveau qualité de l'image, la différence va être minime entre un jeu et un film. Je parle un peu du futur, mais on parle du futur. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver, qui vont rendre l'utilisation de ces médiums plus interactifs. À propos d'interactivité, je pense que dans le futur, les spectateurs seront autant dans le film que les acteurs eux-mêmes. Et donc on va certainement vers ça, ce qui permettra quelque chose de beaucoup plus fun, surtout avec la réalité virtuelle, où finalement, si 3 millions de personnes regardent l'émission et participent, donc on ira vers cette étape certainement. Bonjour. Oui, une question là-bas. Oui, vous parliez des nouvelles créations et justement, je voulais vous poser la question. Comment est-ce qu'on fait pour les protéger quand la neutralité du net est mise en danger par les grands lobbies? J'ai pas bien compris la question. Oui, j'ai lu il n'y a pas longtemps que justement la neutralité du net était mise en danger par les grands lobbies comme Comcast et que justement ça allait mettre en danger en fait les nouvelles créations par justement des étudiants qui ont une idée et qui justement... En fait, je pense qu'il n'y a pas de mise en danger. C'est-à-dire qu'en fait, avec une enveloppe solo à l'INPI ou Copyright France, chacun peut protéger en fait toutes ses créations. Et il n'y a pas de problème de neutralité, puisqu'il y a des milliards de personnes connectées à Internet qui sont spectateurs et utilisateurs.
Et donc je ne vois pas où est le danger. Justement, c'est l'accès. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Oui. Je n'ai pas entendu. Juste dans le micro, madame. Voilà. Non, je pense que la question de la personne, c'est de dire qu'il y a quand même, tout est merveilleux dans ce que vous nous racontez, particulièrement vous, mais il y a quand même des questions sociétales qui se posent par rapport à l'accessibilité à certaines œuvres. Et effectivement, quand on parle de neutralité du net, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des grands groupes qui sont en train de bâtir des empires et qui donnent accès plus ou moins à certaines œuvres, et puis des œuvres qui resteront confidentielles et qui ne seront jamais vues, même si sur le papier, évidemment, c'est formidable et chacun peut avoir accès à ce qu'il veut. Or, derrière, ce n'est pas tout à fait la réalité. Alors, en fait, le problème n'est pas du tout lié à Internet, mais le problème est lié à ces grands groupes qui choisissent l'information. L'Internet n'est qu'un média parmi avant la télé ou la radio, vous voyez ? Ça n'a rien à voir avec l'Internet, ça a à voir avec les groupes de communication. Ça donne des moyens supplémentaires qui reposent des problèmes qui sont éternels, hein, on est bien d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord pour essayer de faire en sorte que ce soit plus le public, et puis c'est ça l'intérêt de l'interactivité, qui devrait choisir ces programmes, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir n'est pas entre les mains des grands groupes de médias, mais le pouvoir est entre les mains du public. Simplement, il faut juste que le public s'en aperçoive. Je vois quand même le problème, finalement, c'est un opérateur qui va décider combien de bandes passantes il va mettre à disposition pour le contenu de son propre contenu et l'autre contenu. La Chine, visiblement, c'est pas neutre. Google, YouTube n'est pas accessible là-bas. Donc, je pense que c'est un vrai problème et je pense qu'il faut absolument trouver un moyen de contrôler ça. Très honnêtement, je pense que ça va être difficile. On peut imposer à un opérateur de au moins diffuser une partie ou de garder une partie de la bande passante disponible pour n'importe quel contenu. Mais finalement, c'est lui qui possède l'infrastructure. C'est lui, il dit voilà, en fait, la moitié de la bande passante est exclue ou est réservée seulement pour ses propres chaînes de télé. On ne peut pas l'éviter, mais je pense qu'on peut au moins imposer qu'une partie de la bande passante va être utilisable pour n'importe quel contenu. Je suis abonné Free, ça c'est personnel. Je remarquais que la performance YouTube est très médiocre. C'est justement parce que je pense que c'est eux qui ont décidé les contrats de peering qu'ils ont mis en place avec Free. Ils sont choisis de ne pas trop promouvoir YouTube sur le réseau. J'ai accès quand même, donc pour moi, c'est peut-être pas formidable, mais c'est acceptable. Je pense que ça c'est un modèle qui pourrait fonctionner. Mais je suis tout à fait la neutralité du net, il faut le surveiller, il faut être très proche. Et d'ailleurs aussi, il faut mettre en place toute l'infrastructure qui peut vérifier cette neutralité. En ce moment, il y a pas mal de discussions autour des opérateurs. En France, il y a Grenouille, il y a partout dans le monde, même aux États-Unis, il impose des mesures, peut vérifier si une garantie qui est donnée par un fournisseur d'accès est vraiment maintenue. Je pense que ça, c'est quelque chose, typiquement, c'est encore, en fait, on peut mettre, si le moment où on découvre qu'il y a quelque chose qui est plus en équilibre, avec l'Internet ouvert, on devrait être capable à le découvrir et après aussi pour le protéger. Et voilà, on peut refaire une grève de l'Internet. Ça va être difficile ces jours-ci, mais au moins, on a les moyens pour démontrer et pour illustrer qu'il y a un problème. Je pense que ça, il ne faut pas oublier. Voilà, alors je ne sais pas s'il reste encore peut-être une question, mais on arrive gentiment au bout. Je pense qu'on pourra encore bien en discuter, mais c'est vrai que le temps passe assez vite. Donc je vous remercie beaucoup, messieurs, d'être venus parler sur ce plateau. On peut les applaudir, oui.